Alors, en rapport avec le chapitre 12 sur les énergies, une petite activité que vous auriez dû faire sur ordinateur avec Lattice Pro pour l'étude énergétique de plusieurs systèmes mécaniques particuliers. Donc, on va voir 3 exemples. Et l'objectif en fait du TP, c'est de regarder un petit peu dans des cas concrets ce qui se passe pour l'énergie mécanique et ce qui se passe pour ce qu'on va appeler sa conservation ou non-conservation. Alors en gros, est-ce qu'elle est constante ou est-ce qu'elle n'est pas constante au cours du mouvement. Et on va voir en particulier le cas d'une chute libre. Et ensuite, mettre en évidence les transferts énergétiques, ça veut dire les différentes formes d'énergie, est-ce qu'elles se convertissent l'une dans l'autre et quels sont les transferts qui interviennent. On va avoir ces transferts énergétiques au sein d'une chute libre, mais également dans le cas d'un système dit oscillant. Donc on va voir soit un ressort qui oscille, soit un pendule simple qui oscille. Alors, je rappelle ici ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente de cours, les différents types d'énergie qui vont intervenir au niveau d'un système mécanique en mouvement. Alors l'énergie cinétique qui dépend de la vitesse, je le rappelle, donc si le système a une vitesse, il aura une énergie cinétique. S'il n'a pas de vitesse, il n'aura pas d'énergie cinétique. Donc à connaître par cœur, 1 demi de mv carré, m étant la masse du système. Ensuite, l'énergie potentielle de pesanteur, donc liée à l'altitude à laquelle se trouve le système, à retenir EP, alors P, parce que pesanteur, on rajoute le P après, égale mgz, m la masse du système, g l'intensité de la pesanteur et z l'altitude à laquelle se trouve le système. Par exemple ici, il est à une altitude z, en prenant évidemment une référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Souvent, au niveau du sol, on aura une énergie potentielle nulle. Et alors une nouvelle, l'énergie potentielle élastique, elle n'interviendra que dans le cas d'un ressort. Donc si vous n'avez pas de ressort, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Donc elle est liée à l'abscisse à laquelle se trouve le ressort, sur un axe ici. Si le ressort est comprimé ou dilaté par rapport à, ou distendu plutôt par rapport à sa position d'origine, il aura une énergie potentielle élastique. Si le ressort est au repos, s'il n'est pas déformé, on dit qu'il est à l'équilibre, il n'aura pas d'énergie potentielle élastique. À retenir donc EPE pour élastique égale 1 demi de kx carré. K sera donné, c'est la constante de raideur du ressort, parce qu'il y a des ressorts qui sont plus ou moins faciles à étirer ou à comprimer. Et la dernière, évidemment, l'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies. Alors, dans beaucoup de cas, ça va se résumer à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et dans certains cas, dans le cas du ressort, on peut avoir l'énergie potentielle élastique en plus. On ne parle pas ici des systèmes électriques, donc on ne parle pas ici des forces électriques où on a vu qu'il y avait une énergie potentielle qui pouvait intervenir. Alors, premier cas concret qu'on va regarder, c'est la chute libre avec vitesse initiale. Donc dans le cas, on va lancer une balle, d'accord ? Quelqu'un va lancer une balle à quelqu'un d'autre et on va regarder ce qui se passe. C'est une séquence que vous avez déjà étudiée, mais pas au niveau énergétique. Donc on va prendre une balle de tennis de masse m égale 58 grammes. On va la lancer en l'air et on va pointer image par image au niveau de la vidéo. Alors, je vais le faire en direct, donc je ne vais pas tout lire ici. Par contre, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire ensuite? Une fois qu'on aura la trajectoire avec les différentes positions de la balle, on va donc avoir les coordonnées x et y des positions de la balle dans un repère OXY qu'on aura choisi. On va devoir créer VX et VY. Alors ceux qui ont Lattice Pro chez eux, je ne sais pas, normalement, vous ne l'avez pas puisque c'est un logiciel payant, mais si vous l'avez, vous pouvez faire les choses tout seul puisque la vidéo, elle est dans Lattice. Celle-ci, elle y est, donc vous pouvez essayer de le faire tout seul. Donc on va essayer de créer les grandeurs Vx et Vy qui sont les coordonnées de la vitesse sur l'axe OX et l'axe OY. Et comment on va faire ça? Vous savez que Vx c'est la dérivée de x par rapport au temps et Vy la dérivée de y par rapport au temps. Donc on va réussir à faire ça. Ensuite, comme je fais tout d'un coup, j'explique tout d'un coup, on va créer la grandeur V. Alors V, la valeur de la vitesse. Vous vous souvenez sûrement que la valeur de la vitesse, si on connaît les coordonnées de la vitesse sur OX et OY, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc je pourrais créer comme ça la grandeur V. Et ensuite, il faudra que je me débrouille pour créer l'énergie cinétique du système en fonction du temps, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Et il faudra tracer ces trois énergies
et modéliser les courbes. D'accord? Bon, imprimer, on s'en fiche ici. Et ensuite, vous répondrez aux questions. Alors, on y va. Donc, je vais aller sur Lattice. Alors, je vais juste changer un petit peu. Voilà, on va un petit peu voir ce qui se passe. Donc, au niveau des vidéos, donc je vais aller ouvrir la vidéo chute parabolique, s'il veut bien. Elle est là. Hop. Donc, s'il veut bien l'ouvrir. Voilà, donc c'est quelque chose que vous connaissez. Hein. Je refais la lecture. Hop, c'est le lancer d'une balle. Alors, j'ouvre en grand. On a ici sélection de l'origine. Donc, je vais prendre comme origine le point de départ de la balle quand elle a lâché, enfin quand elle est partie de la main de la première personne. Sélection de l'étalon. Alors, on sait que tout ce qui est en rouge ici, ça fait 1 mètre. J'étire et on est à 1 mètre. Ensuite, le sens des axes, bah, évidemment, on va prendre OY vers le haut, OX vers la droite, donc pas de problème. Et on va sélectionner manuellement les points. Donc, on y va. Donc, je vais essayer d'être assez rapide là, vu que c'est en vidéo. Donc, on sélectionne tous les points. Vous pouvez accélérer évidemment la vidéo hein, pour ne pas perdre de temps. Et voilà. Donc, on est bon. Donc, je vais fermer et je vais me retrouver au niveau de la courbe ici avec mouvement de X. Donc, je vais changer le nom. Hein, je vais l'appeler X tout simplement. Et mouvement de Y, je vais l'appeler Y tout simplement. Ce sera les coordonnées donc de X et de Y sur, dans le repère hein, cartésien que j'ai choisi. Alors, à partir de là, on va créer des nouvelles variables dans le tableur. Donc, je vais ouvrir le tableur. D'accord. Je vais insérer X et Y en faisant glisser. Et je vais créer Vx et Vy. Alors, pour ça, je peux aller directement dans traitement, calcul spécifique, dérivé. Et je vais faire glisser X et je vais calculer, donc dérivée de X. Et je fais aussi pour Y. Et il me calcule dérivée de X, dérivée de Y. À partir de là, je vais changer le nom. Je vais appeler ça Vx. Alors, c'est une vitesse, donc c'est en mètres par seconde. Voilà. Et pareil pour dérivée de Y, Vy en mètres par seconde. Voilà. Donc, je vais rouvrir mon tableur et je vais faire glisser Vx et Vy. Alors, à partir de là, je vais créer, on a dit, V. Donc, V, c'est la valeur de la vitesse. Donc, en mètres par seconde. Voilà. Bon, au passage, je change le style direct, hein, comme ça, on ne sait jamais. Et je vais lui dire que c'est donc égal la racine carrée de quoi? Bah, de Vx au carré, donc Vx fois Vx, plus Vy fois Vy. Donc, je clique sur Entrée et ça m'a calculé la racine carrée et donc la valeur de V. Donc, j'y vais, j'étire jusqu'au bout. Voilà. Et donc, j'ai les différentes valeurs de la vitesse. Et on voit qu'elle change évidemment cette vitesse, évidemment, hein, au cours du mouvement. Ensuite, alors là, on nous demande de créer les 3 énergies, EC, EPP et EM. Alors, j'y vais, je vais déjà créer les 3 variables. Donc, énergie cinétique. Je rappelle que l'énergie cinétique, c'est en joules. Donc, j'y vais. Hop. Ensuite, je vais créer, on dira à quoi c'est égal après, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, pareil, en joules. Hop. Et pour finir, l'énergie mécanique. En joules également. Voilà. Alors, à quoi est égale l'énergie cinétique? Bah, par définition, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. Ici, la masse de la balle, c'est 58 grammes d'après l'énoncé. Donc, on va avoir 1/2, donc 0,5, fois 58 grammes, mais attention, on est en physique, donc on met en kilos, 0,058 ou 58 10 moins 3, fois
la vitesse au carré. La vitesse, c'est V, ici. Donc, je peux faire ça, fois V, puisque c'est au carré. Et je clique sur Entrée. Et voilà la valeur de l'énergie cinétique pour le premier point. Donc, j'y vais, j'étire jusqu'en bas. Alors, on peut voir que l'énergie cinétique varie. Hein. Bah oui, la vitesse varie, l'énergie cinétique varie. Je continue pour l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, par définition, c'est mgz. Mais quand z, c'est un axe z dirigé vers le haut qui donnerait l'altitude. Ici, je vais remettre juste la vidéo. Hein. Ici, l'axe qui nous donne l'altitude, c'est cet axe-là qui serait l'axe OY. Donc, si je veux avoir, par exemple, au niveau de ce point-là, l'altitude, bah, c'est en fait la coordonnée Y de ce point. Donc, si je veux avoir l'énergie potentielle, il faut que je fasse M fois G fois Y. Donc, M, c'est toujours 58 grammes, donc 0,058 kg, fois G, bah, 9,81, l'intensité de la pesanteur, fois Y. Il est là. D'accord? Et je clique sur Entrée. Bon, alors là, évidemment, à cause de mon pointé, il va peut-être y avoir un petit, il y a un moins, je ne sais pas pourquoi, c'est en millimètres, hein, c'est 0 normalement. Voilà, donc on a ça. Donc l'énergie potentielle également diminue. Donc oui, normalement, on aurait 0 pour énergie potentielle. Là, on est en millijoules, hein, donc on est bon. Et énergie mécanique, bah, c'est quoi? C'est facile, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. On y va, ça donne ça. Donc j'étire jusqu'en bas. Et voilà. Alors là, ben, on va regarder. Oh, ça a l'air, voilà, ça n'a pas l'air de changer beaucoup là. Enfin, on va voir sur les courbes. Une fois que j'ai fait tout ça, je ferme. Et voilà mes trois courbes qui apparaissent. Alors, je vais par contre changer de couleur pour qu'on voit bien. L'énergie cinétique, je vais la mettre en bleu. L'énergie potentielle, je vais la mettre en rouge. Et l'énergie mécanique, je vais la mettre en vert. Tac. Et voilà. Alors, on y va. Bah, j'ai juste à mettre énergie cinétique. Attention, en fonction du temps. Alors, je vais aller chercher hein, le temps au niveau de X ici. Voilà. Ensuite, énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique. Alors, juste que vous voyez bien tout l'écran. On est là. Alors, vous voyez, le temps, il est là. Hop, on est comme ça. Alors, je vais modéliser les courbes. Alors, je vais modéliser les courbes. On y va. Hop, donc, modélisation. Je vais faire glisser EC en fonction du temps. Alors, EC, c'est la bleue. Bah, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça ressemble à une parabole. Hein. Donc, on va choisir parabolique, calculer modèle. Voilà. Ensuite, donc on est à, oui, ça devrait aller. Ensuite, on va modéliser l'énergie potentielle. Voilà, 1. Donc là, c'est parfait. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'énergie mécanique? Bon, bah, là, au début et à la fin, c'est bof, mais j'ai été très vite hein, pour faire les pointages. Mais on voit, ça a l'air d'être à peu près constant ici. Donc, je vais modéliser l'énergie mécanique par une constante. Voilà. On a ça, donc on va lui faire mettre modèle de EM. Elle est là. Alors, je vais par contre remettre les mêmes couleurs pour que ce soit un petit peu mieux pour l'énergie mécanique, cinétique, pardon, potentielle et mécanique. Voilà. Comme ça, on est raccord. Alors, voilà ce qu'on obtient au final. Donc, voilà les courbes que vous auriez obtenues hein, si vous l'aviez fait. Alors, si on est un peu plus précis hein, pour l'énergie cinétique, c'est normalement un petit peu mieux que ça. Alors, je vous montre la correction de ce que j'ai obtenu en un petit peu mieux. On a quelque chose comme ça. Voilà. On a quelque chose comme ça. Bon, c'est beaucoup mieux hein, quand on pointe mieux. Donc, à partir de là, donc énergie potentielle, énergie cinétique et énergie mécanique. Alors, juste hein, quand même, ça veut dire quoi que l'énergie cinétique, ça donne ça? Ben, ça veut dire que l'énergie cinétique, elle diminue, puis elle augmente. Est-ce que c'est logique? Bah, votre balle, elle monte. En montant, évidemment, bah, elle perd de la vitesse, donc elle perd de l'énergie cinétique. Et ensuite, elle redescend. Bah, en redescendant,
tout ça à cause du poids, vous en êtes d'accord, elle va acquérir une vitesse de plus en plus grande, donc l'énergie cinétique augmente. Pendant ce temps, ce qui se passe pour l'énergie potentielle, elle dépend de l'altitude, cette énergie potentielle. Au départ, on a une altitude plus faible. La balle monte, donc l'énergie potentielle augmente, et ensuite la balle redescend, l'énergie potentielle diminue. Donc ça semble assez logique. Et l'énergie mécanique, elle, visiblement, elle reste constante. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande à partir de là? Donc vous allez pouvoir mettre pause. Vous pouvez mettre pause sur les courbes que vous avez et essayer de répondre tout seul aux questions qui sont qui sont données ici, et ensuite essayer de conclure. Alors, maintenant que vous avez essayé tout seul, voilà ce qu'on pourrait en dire. Sous quelle forme le lanceur transmet-il de l'énergie à la balle? Alors, le lanceur, il va lancer la balle, et c'est donc grâce au lanceur, au moment juste où la balle est dans la main, que la balle va acquérir une vitesse. Grâce au lanceur, la balle acquiert une vitesse et donc de l'énergie cinétique. Donc c'est sous la forme d'énergie cinétique que le lanceur transmet de l'énergie à la balle. En quelle forme d'énergie se transforme-t-elle au cours du mouvement? Cette énergie cinétique, au cours du mouvement, va se transformer en énergie potentielle, en tout cas sur le début du mouvement. Pourquoi? Parce que la vitesse va diminuer alors que l'altitude va augmenter. Donc on transforme de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Mais ensuite, au cours, donc ici on est au début, on est jusque là, l'énergie cinétique diminue et l'énergie potentielle augmente. Et on voit bien qu'en fait ces deux courbes, elles sont symétriques. Donc quand on perd de l'énergie cinétique, on gagne de l'énergie potentielle. Et à chaque fois, la même chose. D'accord? Donc ça veut dire que exactement cette énergie cinétique se transforme en énergie potentielle. Ensuite, on vous demande en quel point de la trajectoire EPP est maximal et EC est minimal. Alors, ça serait évidemment ici, là, EPP maximum, EC minimum. Ça serait quoi au niveau, évidemment, de la trajectoire? Ce serait le sommet de la parabole. Si on regarde, voilà, ici vous avez la parabole, c'est ici qu'on est au maximum de l'énergie potentielle et au minimum de l'énergie cinétique, donc au sommet de la trajectoire. Ensuite, on vous demande, est-on dans un cas de chute libre? Alors, chute libre, c'est quoi? Chute libre, c'est quand il n'y a que le poids. Il n'y a pas de frottement, il n'y a que le poids qui s'applique. Alors, évidemment, ici, on néglige les frottements de l'air, donc il n'y a que le poids qui s'applique. Donc, on est bien dans le cas d'une chute libre. Et comment évolue l'énergie mécanique? Si on regarde, l'énergie mécanique, elle est constante. Ça veut dire qu'elle se conserve. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte énergétique pendant ce mouvement-là. Toute l'énergie cinétique perdue est transformée en énergie potentielle. Et inversement, sur l'autre partie du mouvement, l'énergie potentielle perdue est transformée en énergie cinétique. Donc, il y a un ping-pong entre énergie potentielle et énergie cinétique. L'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle et inversement. D'accord? Et au final, du coup, l'énergie mécanique est constante. Donc au niveau des réponses aux questions, écrites cette fois-ci, donc vous les avez ici, vous pouvez mettre pause. Et au niveau de l'énergie mécanique, elle est constante. On dit qu'elle se conserve lors du mouvement. Et donc, vous pourrez retenir que lors d'une chute libre, l'énergie mécanique se conserve et que l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et inversement. Donc, dans le cas d'une chute libre. Ça, c'est très important. Alors, deuxième situation concrète, on va prendre un pendule simple. Alors, un pendule simple, c'est, vous avez un support, vous avez un point sur lequel on va fixer un fil, d'accord? Et au bout du fil, une petite masse. Donc, ce sera un pendule simple si la taille, la longueur ici, le rayon de la sphère, par exemple, ou le diamètre de la sphère, est très inférieur à la longueur du fil. Donc, ici, notre pendule simple aura une masse de 120 grammes, donc ça va nous servir. Et on va regarder une vidéo et prendre image par image les différentes positions du pendule simple. Là, il n'y a pas, on va aller jusqu'à la 71e image, donc je vais le faire en direct. Et
Ensuite, alors attention, avant de parler des vitesses, donc on va avoir X et Y. Et à partir de là, j'aimerais qu'on regarde ce qui se passe pour la coordonnée Y en fonction du temps et la coordonnée X en fonction du temps. Alors, on va aller sur Lattice. On va ouvrir, donc pendule simple, hein, là je l'ai ouvert direct. Et on va regarder, alors le pendule ici est au repos, donc à l'équilibre. On va regarder ce que ça donne. Voilà les oscillations du pendule. Alors, on va se remettre au début. On va sélectionner l'origine. Alors, il faut absolument, quand on étudie un pendule simple, qu'on sélectionne l'origine au niveau de la position d'équilibre du pendule quand il passe à sa position d'équilibre, qui est ici au niveau de l'axe, enfin du support. Donc, je vais mettre, c'est exactement ici. Alors, attention, il y a peut-être une petite perspective à cause du film, hein, mais bon, on s'en sort. Ensuite, au niveau de l'étalon, on sait qu'entre là et là, on a 50 cm, donc 0,50 m. Le système d'axe, on va prendre OY vers le haut, hein, ça a l'air logique, et OX vers la droite. Donc vu que notre pendule va osciller comme ça, on va avoir des valeurs de X positives et des valeurs de X négatives. Les valeurs de Y, par contre, seront toujours positives. Ensuite, on y va, sélection manuelle des points. Alors là, il y en a beaucoup à prendre, donc vous pouvez accélérer la vidéo. Hein, moi, je le fais, mais allez-y parce que ça va être un peu casse-pied, hein, sinon. Hein. Donc, j'y vais. Donc, vous voyez à quoi vous avez échappé grâce au confinement, si on peut parler de points positifs du confinement. Vous n'aurez pas à faire ça. Vous qui vous énervez au moindre petit truc un peu énervant, je vous assure que faire ça, c'est exaspérant. Voilà. Avec ma souris, j'y vais. Et je vais essayer de faire ça bien pour qu'on ait des courbes pas trop mal. Donc, je vais normalement jusqu'à la 71e image. Alors, pour voir pas mal de choses, pour un pendule simple, il faut avoir le plus d'images possible. Alors, vous remarquez peut-être quelque chose déjà. Hein, c'est qu'à chaque fois, là, suivant quand on a des oscillations, là, on en a plusieurs depuis le départ, on voit qu'on ne va pas aussi haut. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas tout à fait. Ah si, ouais, non, si, je dis des bêtises. Ça m'arrive souvent. Hop. Allez, alors alors je vous imagine en train de faire ça en TP. J'aurais bien aimé vous énerver. Ah mais madame, c'est trop casse-pied de faire les pointages. En plus, il ne faut pas le louper parce que si vous avez tout à recommencer, je ne vous dis pas. Ceux pour qui ça aurait bugué, la tisse aurait planté. Bon, tu recommences. Je vois d'ici votre tête. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin que 71 images. Je vais m'arrêter bientôt. Voilà. Et voilà, je vais m'arrêter 92. Hein. Je pense que c'est bien. Donc, terminer la sélection manuelle. Et donc, voilà. Alors, un truc que je n'ai pas dit, hein, c'est quoi une oscillation? Donc, par exemple, si je pars de là, une oscillation, c'est un aller-retour. Voilà, donc ça, c'est une oscillation. Donc, le temps d'une oscillation, c'est le temps d'un aller-retour. Donc, juste un petit point sur ce phénomène d'oscillation. Vous voyez que c'est un phénomène qui se reproduit à intervalles de temps réguliers, on va le voir. Et donc, c'est périodique. On pourra dire que c'est périodique. Alors, j'y vais. Donc, j'ai mes X que je vais modifier. Hein, mouvement X que je vais appeler X. Et mouvement de Y que je vais appeler Y. Alors, on vous demande de tracer Y en fonction de T. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je vais modéliser pour qu'on voit un petit peu mieux et vous remarquez que ça ressemble quand même à une sinusoïde. Donc on va essayer de trouver fonction sinusoïdale. Sinus, tiens, hop, calculer modèle, pas mal du tout. Coefficient de corrélation 0,999, on est bon. Donc voilà, Y en fonction de T et on vous demande aussi X en fonction de T. D'accord. Donc je vais modéliser aussi, s'il veut bien. Tac. Voilà. Alors, je vais calibrer. Voilà. Et ça nous donne ça. Donc, vous avez X, c'est cette courbe-là, en fonction du temps, et Y, en fonction du temps. Alors,
Qu'est-ce qu'on remarque, hein? C'est des courbes sinusoïdales magnifiques, mais on remarque quand même qu'on a plus d'oscillations pour Y que pour X. Alors, si je reviens sur la vidéo, ici, bah, regardez, quand je fais une oscillation, je fais ça et ça. D'accord? Bah, au niveau de Y, c'est quand que je retrouve le même Y. Donc, quand je suis ici, mon Y, il est là, mon X, il est là. C'est où que je retrouve le même Y? Bah, c'est ici. Donc, au bout d'une demi-oscillation, je retrouve le même Y. Par contre, c'est où que je retrouve le même X? Bah, si je me trouve ici, le X, il vaut ça. C'est quand que je retrouve la même valeur de X, bah, il faut faire un aller-retour complet. D'où bah, les oscillations que vous avez. Ici, j'ai Y, je retrouve le même Y, etc. au bout d'une demi-oscillation à chaque fois. Alors que X, je retrouve le même X au bout d'une oscillation complète. Donc, ce sont deux courbes qui sont périodiques, mais pas avec la même période. Alors, au niveau de ce que je vous demandais, demandais, les oscillations sont-elles périodiques ou pseudo-périodiques? Donc là aussi, vous pouvez mettre pause, essayer de répondre tout seul. Hein. Alors, évidemment, elles vont être périodiques, hein, ça se voit bien. Alors, pourquoi pas pseudo-périodiques? Pseudo-périodique, d'abord, on n'a pas assez d'oscillations pour pouvoir le dire. Ça serait que c'est périodique, mais l'amplitude diminue au cours du temps. Donc on dit que c'est amorti. Bon là, ça se voit pas. Hein. Je vais vous remettre, hop, vite fait le truc. On n'a pas l'impression, hein, mais on en a que 2 ou 3. Même pour Y, hein, ici, on n'a pas l'impression que que l'amplitude diminue. Maintenant, honnêtement, on n'a pas assez d'oscillation pour pouvoir le dire. Ensuite, à l'aide du réticule, mesurer la période ou pseudo-période, donc on va mesurer la période, T0 des oscillations. Alors, comment vous faites ça? Bah, on prend le réticule, je ne sais même plus, voilà. Et on va mesurer la période des oscillations. Alors attention, là il y avait un petit piège. C'est la période des oscillations qu'on veut. Donc il faut la durée d'une oscillation. Et donc il va falloir se placer sur X et non pas sur Y. Et là, d'habitude, je vous dis, il faut prendre le plus de périodes possible. Bah, on n'en a qu'une en vrai. Sauf si, non, je peux en avoir 2. Si je commence ici, au niveau de l'axe des abscisses, quand ça coupe le 0, première période ici, deuxième période ici. Donc, vous faites, alors là, on est presque au 0 en plus, on va dire qu'on est au 0. Hop, voilà, on est à 0. Une période, donc on serait à 1,629 secondes à peu près, et 2 périodes, donc j'arrive ici, 3,251 secondes. Vous divisez par 2 et vous avez la période, qu'on appelle période T0, donc des oscillations. Alors, ça donne quoi? Au niveau de la correction, bah, T0, donc vous l'avez ici. Et donc, moi, je trouve à peu près 1,6 secondes, si j'arrondis, hein, 1,6 secondes pour la période des oscillations. Alors, on continue. À partir de là, on va passer au côté énergétique de la chose. Faire calculer les grandeurs Vx et Vy, toujours en dérivant X et Y. Ensuite, la grandeur V, donc comme tout à l'heure. Ensuite, les énergies, les 3. Tracer les courbes et modéliser les courbes. Alors, on y va, c'est parti. Donc là, on va... donc je vais effacer tout ça. On n'en a plus besoin. Tac. Faut peut-être que je fasse retirer tout... Non, je peux... Hop là, voilà. Et donc là, je vais créer Vx et Vy. Donc dans traitement, calcul spécifique, dérivé. Je vais aller dériver x. Et ça va me donner, je vais le faire tout de suite, Vx. Donc je change tout de suite le nom. En mètres par seconde. Tac, voilà. Ensuite, je vais dériver Y. Et pour avoir Vy, donc dérivé de Y. Voilà, en mètres par seconde également. Donc j'ai Vx et Vy. À partir de là, je vais aller dans le tableur. Alors, je vais avoir besoin, je vais tout mettre, hein, comme ça, on verra ce dont on a besoin après. X, Y, Vx et Vy. Comme tout à l'heure, je vais créer la variable V, donc la vitesse, la valeur de la vitesse en mètres par seconde. Et je vais lui faire calculer, donc c'est égal à la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Ensuite, j'étire. Et là, j'en ai 92 des points. Hop, on a ça. Ensuite,
je vais créer les trois grandeurs énergie. Donc, énergie cinétique en joules. Tac. Ensuite, énergie potentielle, toujours en joules. Et ensuite, l'énergie mécanique, toujours en joules. Voilà. Alors, pour l'énergie cinétique, c'est comme tout à l'heure, 1,5 de mv carré. Donc, 0,5 fois la masse. Alors ici, c'est 120 grammes pour le petit pendule. Donc, 0,120 kg. Fois v carré. Bah, v, il est là. Donc, v fois v. On n'oublie pas d'élever au carré. Donc, ça nous donne ça. Et j'étire jusqu'en bas. Alors, c'est normal que l'énergie cinétique, au départ, elle soit presque nulle. Parce qu'au départ, je suis pratiquement à la position d'équilibre. Hein. Donc, hop. Ensuite, pour l'énergie potentielle, égale, on a dit mgz, donc 0,120 kg, fois g 9,81. Et c'est quoi notre z? Bah ici, c'est y, c'est comme tout à l'heure. Donc, y. Hop, et on étire. Alors, je m'aperçois que je viens de vous dire une bêtise. J'ai dit qu'on était presque à la position d'équilibre, donc l'énergie cinétique était pratiquement nulle. C'est faux, hein. C'est pas ça du tout, justement au contraire. Vous allez voir, c'est au niveau de cette position-là qu'on a une vitesse importante. Alors, énergie mécanique égale la somme des énergies cinétiques et potentielles. Donc, plus énergie potentielle, on y va et on étire. Alors, on va regarder ce que ça donne avec les courbes. Je ne vais pas regarder les valeurs là. Hop, il y en a trop. On va regarder ce qui se passe avec les courbes. Donc, on va juste modifier les couleurs, hein, comme tout à l'heure. Bleu pour l'énergie cinétique. Rouge pour l'énergie potentielle. Et verte pour l'énergie mécanique. Voilà. Alors, c'est pas beau parce que j'ai oublié de mettre... Alors, on va mettre les points et on va modéliser. Voilà pour l'énergie potentielle. Pour l'énergie... cinétique. Là, pour l'énergie potentielle. Et là, pour l'énergie mécanique. Voilà. Alors là, c'est un gros... on ne voit pas grand-chose. Sauf qu'on voit quand même, hein, quand on les avait reliés, que ça ressemblait à des sinusoïdes pour l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, je vais modéliser. Ah, un truc que j'ai oublié de faire, c'est que c'est en fonction du temps. Donc, on va mettre le temps en abscisse. Alors, ça ne change pas sur la forme de la courbe, mais par contre, pour les modéliser, ça va changer quelque chose. Donc, on modélise l'énergie cinétique en fonction du temps par une sinusoïde. Les modèles, ça a l'air pas mal du tout. Donc, 0,998, on est bon. On continue avec l'énergie potentielle. Pareil, sinus, 0,999, encore mieux, il est là. Et on finit avec l'énergie mécanique. Alors là, ça a l'air pas mal, hein. Il y a des petites fluctuations, mais quand même, on reste autour d'une même valeur. Donc l'énergie mécanique, ce serait une constante. Ce serait plutôt pas mal. On y va. Elle est là. Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais la mettre en vert. Et voilà. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure, sauf que là, on est sur plusieurs oscillations. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'énergie cinétique diminue et augmente, hein, de façon périodique, sinusoïdale, et que quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente de la même quantité. Donc, c'est vraiment symétrique, les deux courbes d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Donc, il y a un transfert sans perte entre l'énergie, de l'énergie cinétique vers l'énergie potentielle et inversement. D'accord. Et au niveau de l'énergie mécanique, elle est constante. Donc, ça veut dire qu'elle se conserve. Il n'y a pas de perte. Donc, ici, concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de frottement, hein, au niveau des oscillations de ce pendule. Donc, qu'est-ce qu'on vous demandait ensuite? Pourquoi peut-on dire que lors des oscillations, l'énergie potentielle est transférée à la masse sous forme d'énergie cinétique? Et on vous demande aussi d'estimer la période des courbes EC et EP.
Alors, je vais répondre à la deuxième avant la première. Hein. Bah, c'est ce qu'on a dit, l'énergie potentielle, elle est transférée sous forme d'énergie cinétique parce qu'on voit que les deux courbes, je vais les mettre, hein, les deux courbes ici, celles qu'on vient d'avoir, hein, les deux courbes sont symétriques complètement. Donc, quand l'énergie potentielle, pardon, on va le mettre ici, voilà, l'énergie potentielle diminue de cette quantité, bah, l'énergie cinétique augmente de la même quantité. Donc, on a bien transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique. Donc, l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. Mais inversement, puisque quand l'énergie cinétique diminue, ici, bah, l'énergie potentielle augmente de la même quantité. Donc, l'énergie cinétique a été convertie en énergie potentielle. Alors, c'est normal, puisqu'au niveau du pendule, hein, donc si je remets hop, la vidéo, enfin si je reprends ici, quand le pendule, on passe par exemple d'ici, de la position d'équilibre, à cette position-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'altitude augmente, donc l'énergie potentielle augmente, mais sa vitesse, elle, diminue pour arriver à être nulle ici. Donc l'énergie cinétique diminue. Donc quand l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue. Et quand ça va dans l'autre sens, bah là, ça acquiert une vitesse de plus en plus grande. Encore à cause du poids, hein, bien sûr. Donc l'énergie cinétique augmente, mais l'altitude diminue. Donc l'énergie potentielle diminue. Donc dans ce cas-là, on a conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique. Et ensuite, ça recommence. D'accord? Donc là, c'est là où l'énergie cinétique va être maximum et l'énergie potentielle minimum. Et là, ça va être, enfin des deux côtés, hein, l'énergie potentielle maximum et l'énergie cinétique minimum. Donc au niveau, voilà de ce qu'on peut dire ici. Au niveau de la période des courbes énergie cinétique et énergie potentielle, alors, bah, si on regarde, hein, on peut évidemment, c'est la même, hein, ça se voit, hein, on peut la mesurer. À l'aide du réticule, bah, il faudrait, alors là, vous pouvez en prendre plusieurs. Je prends pour l'énergie potentielle, je pars d'ici par exemple, et je fais 1, 2, 3 périodes, 3 fois T0. Je divise par 3 pour trouver la période. Je peux faire pareil pour l'énergie cinétique. 1, 2, 3. Je pourrais même en avoir 4 pour l'énergie cinétique. Je divise et je trouve la période. Alors, ça nous donne quoi ici? Bah, si vous le faites, on trouve 0,8 secondes. Donc, c'est environ la période des oscillations divisée par 2, puisqu'on avait 1,6 secondes. Voilà. Bon, ça, c'est pas un résultat qui est à connaître. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez remarquer, en tout cas expérimentalement. C'est si on fait des études théoriques, après, on s'en aperçoit. On le trouve. Hein. Voilà. Ensuite, on vous demandait comment évolue l'énergie mécanique et conclure. Bah, comment évolue l'énergie mécanique? Bah, elle est constante. D'accord. Donc, bah, la conclusion, bah, c'est la même que tout à l'heure. On peut dire que lors des oscillations libres d'un pendule simple sans frottement, évidemment, l'énergie mécanique se conserve, donc elle est constante, et l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et inversement. Donc, dans le cas d'une chute libre ou dans le cas d'oscillation d'un pendule simple sans frottement, il n'y a pas de perte énergétique, l'énergie mécanique se conserve. Alors, on vous demande ensuite que se passerait-il à votre avis pour les énergies EC et EPP, donc énergie cinétique et énergie potentielle du pendule, s'il y avait des frottements non négligeables avec l'air. Représentez l'allure des énergies EC, EP et EM. À votre avis, qu'est-ce qui se passe s'il y a des frottements? Alors là, vous pouvez mettre pause et essayer de réfléchir à ce qui pourrait se passer s'il y avait des frottements. Et ensuite, bah, je vais le faire en vrai, sur une vraie vidéo, pour voir ce que ça donne. Alors, on va ouvrir avec Lattice une vidéo d'un oscillateur qui va être en frottement. Alors, ces frottements, c'est pas avec l'air, là, c'est solide carrément pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, je vous montre. Donc, ça oscille. Et puis, ça finit assez rapidement par s'arrêter. Donc là, il y a des oscillations insolides carrément. C'est-à-dire que des frottements, ça frotte avec un solide pour voir ce que ça peut donner au niveau des oscillations. Donc, je vais faire la même démarche que ce qu'on a fait pour le pendule simple et on va regarder ce qui se passe pour les courbes. Alors là, vous pourrez accélérer aussi parce que aller un petit peu plus vite parce que évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, sélection. Alors, pardon, je reviens en arrière. Voilà. Sélection de l'origine. Alors, je vais avancer pour me mettre à peu près au milieu pour savoir où on va être. Hein. Voilà, au niveau de l'origine. Alors c'est un peu, c'est pas évident, je vais revenir au début,
C'est pas évident de pointer hein, pour cette vidéo-là. Sélection de l'étalon. Alors, on nous dit de là à là, on est à 30 cm. Donc, 0,30. Ensuite, on va sélectionner donc les points. Donc, on y va. Alors, moi, je vais par principe prendre celui qui est après. Parce que là, ça se dédouble à chaque fois. C'est assez compliqué. Mais c'est pas évident de pointer. Donc, j'y vais. Donc, toujours le deuxième. Donc là, vous pouvez aller plus vite, hein, accélérer, parce que le temps que je fasse tout ça. Voilà. Donc j'ai dit le deuxième, hein, on est d'accord. Hop. Alors, on voit que ça remonte là beaucoup moins haut, hein, évidemment. Puisque c'est les oscillations, il y a des frottements. Alors on parle d'oscillations amorties, on va le voir avec les courbes. Donc là, on n'arrive pas du tout, on a l'amplitude qui évidemment diminue assez rapidement. Hop. Bon, alors, vous voyez, ça va pas être méga précis hein, non plus, hein, parce que... On y arrive. 98. Autant vous dire que là, j'y suis presque. Voilà, ça bouge plus. Voilà. Donc, on a un système d'oscillation, hein, comme tout à l'heure. Mais on va voir du coup ce que ça donne. Alors, on a X. Donc, je remplace. On a Y. Je remplace. Et là, on va faire pareil. Donc, on va créer Vx et Vy. Donc, en dérivant. Donc là, je vais essayer d'aller plus vite. Et on va dériver Y. Voilà. Donc, la dérivée de X, c'est Vx en mètres par seconde. Voilà. Et Vy, c'est la dérivée, c'est la coordonnée dérivée de Y en mètres par seconde. Voilà. Alors, à partir de là, tableur, on va tout mettre. Bon, alors vous avez remarqué le X, on s'en fiche, hein, mais c'est pas grave. Hop, et je vais créer la valeur de la vitesse. Donc, en mètres par seconde. Voilà. Donc, on y va. Égale la racine carrée de Vx carré plus Vy au carré. Donc, j'étire. Bon, c'est un peu rébarbatif, hein, c'est toujours la même chose. Sauf que ce n'est pas les mêmes situations. Mais la méthode est toujours la même. Hein. Donc, voilà. Ensuite, je vais créer donc les trois variables. Donc, énergie cinétique, énergie potentielle et énergie mécanique. Hop. Et voilà. Donc, on y va. Alors, l'énergie cinétique, 1,5 de M, donc 120 grammes. Pareil, donc 0,120 kg, fois la vitesse au carré. Égal. On y va. J'étire. Voilà. Au niveau de l'énergie potentielle, MGZ qui devient MGY ici, donc 0,120 kg fois 9,81 fois Y.
et j'étire. Et l'énergie mécanique bah, qui sera la somme des deux, donc égale énergie cinétique plus énergie potentielle. Et là voilà. Là on part de 0,393 joules. Oula, 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 qu'est-ce qui s'emballe? Voilà. Et on arrive à 6,44 millijoules. Alors, voyons les courbes. On y va. Alors, je vais changer direct là. Hein. Énergie cinétique, on a dit en bleu. On y va. Ça nous donne ça. Bah, qu'est-ce que vous remarquez hein? C'est des oscillations. Alors là, à un moment, ça finit par s'arrêter. Alors là, je vais modéliser. Je vais essayer de modéliser direct. Ah oui, je vais mettre le temps, pardon. À chaque fois, j'oublie. Voilà. Je vais essayer de modéliser. Et alors là, ce serait un modèle que vous avez sur la tisse qui s'appelle sinus amorti. Il est là. Est-ce qu'il va bien vouloir? Ouais, non. Donc là, on ne va pas créer de modèle. Alors j'avais déjà essayé, ouais, ça ne marche pas parce qu'en fait, pour lui, le sinus amorti, il faut que ça passe, que ça soit symétrique par rapport à l'origine. Donc c'est compliqué. Bon, tant pis, on va le retirer. Alors du coup, exceptionnellement, on va relier par des points. Voilà. Et ça nous donne ça. Bon, c'est plutôt joli. Ensuite, l'énergie potentielle, on va la mettre en rouge et avec des ronds et des traits directement. Et on y va. Et ça donne ça. Alors là, bon, bah, ça se voit aussi. Hein, c'est amorti également. Mais on voit, hein, il y a toujours le ping-pong entre cinétique et potentiel. Quand l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue et inversement. Donc ça se renvoie à la balle, si on peut dire ça comme ça. Et pour l'énergie mécanique, que je vais mettre en vert. Voilà, on y va. Bon, je pense que vous savez ce que ça va donner. Et voilà, bah oui, c'est la somme des deux. Bah, qu'est-ce qu'elle fait cette fois-ci, l'énergie mécanique? Bah, elle diminue. Alors, c'est pratiquement, on pourrait modéliser presque par une exponentielle décroissante, comme ça. Donc, l'énergie mécanique diminue, donc elle ne se conserve pas. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais utiliser le réticule pour ma démonstration, juste. Bah, normalement, si elle se conservait, ce serait suivant la ligne horizontale pointillée que vous avez là, à peu près, hein, quelque chose comme ça. Bah, ça veut dire que elle perd de l'énergie et le pendule perd de l'énergie au fur et à mesure du mouvement. Et la quantité perdue, bah, c'est la quantité entre l'énergie mécanique de départ, hein, que vous avez symbolisée par l'horizontale en pointillé, et la courbe d'énergie mécanique. Donc on perd de l'énergie. Et sous quelle forme cette énergie est perdue? Bah, elle est perdue sous forme de chaleur, sous forme d'énergie thermique. Et à cause de qui? Bah, à cause des frottements. Donc l'énergie perdue, c'est à cause des frottements. Bah, ça sera égal, cette énergie perdue, au travail des forces de frottement. L'énergie dissipée à cause de ces forces de frottement. Les forces de frottement, elles travaillent, mais ce travail, bah, c'est de l'énergie qui est sous forme thermique, qui est perdue par le système. Voilà. Donc ça nous donnerait quoi au final? Bah, ça nous donnerait... hop. Pardon, il y a un petit souci. Voilà. Alors, sans frottement, bah, voilà ce qu'on a eu, hein, si on schématise. Et avec frottement, bah, voilà ce qu'on a. D'accord? Donc ça diminue progressivement l'énergie mécanique. Et il y a toujours ping-pong par contre entre énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur. Alors, on termine avec le dernier cas. Donc, c'est le cas d'un solide ressort. Donc, c'est-à-dire qu'on a un solide qui est relié à un ressort en mouvement horizontal. C'est-à-dire qu'on va étirer le ressort, on va lâcher et donc il va y avoir un mouvement d'oscillation comme ça autour de la position d'équilibre quand le ressort n'est ni étiré ni comprimé. Alors ici, attention, on va prendre un solide de masse 61,205 grammes. Et un ressort qui a une constante de raideur de 3,05 Newton par mètre. Donc ça, c'est la faculté qu'a le ressort de se comprimer ou de s'étirer facilement, plus ou moins facilement. Plus la constante de raideur est grande, plus ça va être un ressort dur, c'est-à-dire dur à étirer et dur à comprimer. Donc on va faire toujours la même chose. Hein. On va regarder image par image ce qui se passe, prendre les positions. Donc ici, il n'y en aura qu'une parce que le mouvement va se faire seulement suivant l'axe X. Donc on va avoir que la coordonnée X. Donc on pourra en déduire la coordonnée Vx, etc. Alors il y a un petit, si vous l'aviez fait vous, hein, attention ici, vous allez voir sur le film, il faut commencer à la
6e image. Et au niveau de l'étalon, c'est un petit peu différent. Alors, ce que je vais vous demander, ce que je vous demandais ici, c'est de tracer, donc d'avoir X et Y, mais Y, ça va être toujours le même, et de tracer au départ X en fonction de T, pour voir si on a quelque chose de périodique ou de pseudo-périodique pour ces oscillations, puisqu'on parle aussi d'oscillations ici, élastiques, au niveau du ressort. Alors, on y va sur la tisse, donc j'ai ouvert la bonne vidéo, et donc regardez si on lit la vidéo. Donc on va prendre le mobile et l'étirer. Alors ici, c'est une vidéo avec 2 ressorts, mais c'est la même chose. Au niveau théorique, hein, on pourrait étudier avec un seul ressort. Ça donnerait exactement la même chose. Donc je reviens en arrière et je vais me mettre... Donc sélection de l'origine. Je vais prendre là où il est en position d'équilibre. Donc ici, et je vais toujours prendre le point rouge. Donc ça va être l'origine. On va osciller entre les deux. Ensuite, sélection de l'étalon, donc on a une règle, donc je vais me placer sur 40 cm, 60, et donc ici j'ai 20 cm, donc 0, 20 mètres. Ensuite, sélection des axes, bon bah celui-là, hein, pourquoi pas, pas de problème, et on y va pour sélection manuelle des points. Alors je ne vais pas pointer les 199, alors déjà je me place sur la 6e image. Pourquoi? Parce que c'est quand la main a lâché, évidemment, il ne faut plus qu'il y ait la main, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc j'y vais et je prends les différentes positions. Là aussi, vous pouvez accélérer. Je vais essayer d'en prendre suffisamment pour qu'on voit quelque chose, hein, plusieurs oscillations. Donc là encore, les oscillations, bah, c'est un aller-retour. Hein. Donc, je vais essayer d'en avoir quand même plusieurs. Donc là, on arrive à presque une oscillation. Et on va essayer d'en avoir... Je vais essayer d'en avoir 3, comme ça, ce sera pas mal. Hop. Donc là, j'en ai bientôt 2. On y va. Vous vous rendez compte de ce que vous auriez dû avoir à faire pendant le TP en question. Et voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Hop. Alors, on y va. Donc, comme je fais la même chose que tout à l'heure, donc X et Y. Bon, Y, on s'en fout. Hein. Alors, on y va pour VX, uniquement VX. Hein, donc, calcul spécifique, je vais dériver X pour avoir la coordonnée VX. Voilà. Et ça va être en mètres par seconde. Voilà. Alors, juste, hein, je vous demandais déjà X en fonction du temps. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Voilà. Bon, moi, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air d'être des oscillations qui sont sinusoïdales. Alors, je vais modéliser. Alors, j'en ai pas énormément non plus. Hein, donc, voilà. Choisir un modèle. Donc, c'est pas mal sinusoïdal. Voilà. Si vous avez pris cosinus, ça aurait donné la même chose. Hein. Ça aurait commencé à un moment différent, mais c'est ça. Donc, on a un joli modèle, hein, coefficient de corrélation égal à 1. Donc, c'est bien des oscillations périodiques. En tout cas, on n'en a pas assez pour voir si elles le sont pseudo-périodiques. Là, on ne voit pas d'amortissement. Comment je fais pour calculer la période? Je prends le réticule et il faut que je retrouve, par exemple, ici, je suis là, hop, hop, et je reviens ici. Donc là, j'ai une période, 2 périodes. Donc ici, je pourrais avoir 2 périodes au maximum. Donc 2 fois T0, je divise par 2 pour avoir T0. Alors ici, si on avait fait les mesures, T0 ici, dans ma correction, j'avais pris moins de points. Donc c'est périodique, mais on a trop peu de périodes pour vraiment pouvoir conclure. Et on aurait trouvé une période de 0,89 secondes environ. Alors, ensuite, on vous demande de, comme tout à l'heure, hein, les énergies. Alors, on y va au niveau des énergies. Donc là, je vais enlever tout ça. J'en ai plus besoin. Et je vais ouvrir mon tableur pour pouvoir avoir les énergies. Donc X, ce qui va me servir, c'est évidemment VX, qui va en fait être V, hein, puisque là, on n'a pas de VY. Hein, donc VX, ça va être V.
Et on va créer donc les variables énergie. Donc énergie cinétique, énergie potentielle et énergie, je suis allée trop vite, en joules, et énergie mécanique. Hop, c'est parti. Alors, énergie cinétique, c'est égal à 1,5, donc 0,5, fois la masse. Alors, on nous a dit 61,205, oula, donc 61,2, je vais mettre, fois V carré. Donc, V ici, c'est Vx, hein, c'est la même chose. Donc, Vx fois Vx. On y va. On a l'énergie cinétique. Donc, je vais étirer. Donc au passage, hein, c'est vrai, je crois que je ne l'ai pas dit, mais 1,5 de mv carré, ce sera forcément une énergie cinétique toujours positive. Hein, d'accord. Énergie potentielle, donc c'est M fois G fois Z. Mais attention, est-ce qu'ici, il y a une énergie potentielle de pesanteur? Ah bah non, parce qu'on reste toujours à l'horizontale, donc il n'y a pas de variation d'altitude. Donc ici, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur. C'est quoi l'énergie potentielle ici? C'est l'énergie potentielle élastique, donc EPE. Donc l'énergie potentielle élastique, c'est 1,5, donc 0,5, fois la constante de raideur du ressort qui ici vaut 3,05 newtons par mètre, fois x au carré. Donc x fois x, qui est bien l'abscisse sur l'horizontale. Là encore, l'énergie potentielle élastique toujours positive, comme d'après sa formule. Donc on y va, hop, ça nous donne ça. Et ensuite, bah, l'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies, donc énergie cinétique, plus énergie potentielle élastique, plus rien, puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'on ne change pas d'altitude au cours du mouvement. Donc on y va. Et on a ça. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau des courbes. Donc, EC en fonction du temps. Je vais aller mettre le temps. Hop. Donc là, on va changer le style et changer la couleur. On va mettre ça en bleu. Alors, on va essayer de modéliser par une sinusoïde s'il veut bien. Parce que ça a l'air sinusoïdal, mais est-ce qu'il va bien vouloir nous calculer? Ouais, c'est bof, mais ça va à peu près. Donc, je vais la mettre en bleu également. Voilà. Ensuite, l'énergie potentielle élastique en fonction du temps. Ouais, c'est bon, sauf qu'il ne veut pas me la mettre. Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que j'aurais fait une bêtise? 3,05, 0,5 fois x au carré. Alors, on regarde. Oui, alors j'ai fait une bêtise que vous auriez... là, vous ne pouvez pas me le dire. C'est ça le problème. C'est que j'ai mis la masse en grammes et pas en kilogrammes. Donc, ça ferait 0,0612 kilogrammes. Voilà. Donc là, voilà. Sauf qu'il faut que j'étire du coup la bonne formule. Donc, ça va changer la valeur de l'énergie mécanique, évidemment. Tac, et voilà. Alors, donc normalement ça a tout changé, je vais calibrer du coup, je vais enlever le modèle de l'énergie cinétique, voilà, et l'énergie potentielle, je vais mettre en point également, voilà, on a ça. Alors, juste, voilà, je vais refaire. Donc l'énergie cinétique ici, ça a l'air, il faut avoir les yeux de la foi sinusoïdal, donc on va modéliser. Je vais le refaire, voilà, sinus, calculer modèle. 0,989, bon bah ça c'est comme tout à l'heure. Hop, le voilà. Ensuite, l'énergie potentielle. Bon, ah si quand même, hein, ça a l'air en plus d'être complémentaire de l'autre. Donc là, on va modéliser également. Hop, on va choisir toujours sinusoïdal. Bon là, c'est un peu mieux, hein, 0,997, comme tout à l'heure. Alors, je vais changer juste pour qu'on soit cohérent les couleurs. Hop, le modèle, pareil. Voilà, on est bon. Donc, on voit encore une fois hein, qu'on a complémentarité entre les deux, hein, à quelques points près. Alors, c'est pas évident de
de pointer correctement, etc. Et donc, on a bien complémentarité entre les deux, entre énergie potentielle et énergie cinétique. Si maintenant je passe à l'énergie mécanique, bon, avec des petites fluctuations, certes, on arrive quand même à quelque chose qui est à peu près constant. Voilà, donc si je modélise, donc EM en fonction du temps par une constante, hop, on arrive à, voilà, bon, c'est pas trop mal, d'accord, des points en haut, des points en bas, pas de souci. Alors, si on regarde la courbe, c'est comme pour le pendule simple, on aurait l'énergie mécanique qui se conserve, donc pas de perte, et on aurait transfert d'énergie cinétique en énergie potentielle, et inversement, les deux courbes sont bien complémentaires. Mais alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit, et que peut-être vous vous posez comme question, c'est que le ressort, il est sur un support ici. Et donc, comment ça se fait qu'il n'y a pas de frottement? Alors, je n'ai pas insisté là-dessus, mais en fait, c'est un peu particulier cet objet. Et ce banc-là, le banc que vous avez ici, vous voyez les petits points ici, bah, ça souffle de l'air. Donc, en fait, ça souffle de l'air pour qu'il n'y ait pas de frottement. Donc, ce n'est pas un mobile sur coussin d'air, mais c'est un banc soufflant qui va permettre d'éviter les frottements du mobile sur le banc. Alors, ça amenuise les frottements énormément. Donc nous, sur nos quelques oscillations, on ne les voit pas. Évidemment, ça va quand même finir par s'arrêter à un moment parce que les frottements ne sont pas anéantis totalement, évidemment. Alors au niveau donc de ce que vous aviez à traiter à partir de là, donc les oscillations, donc on en a déjà parlé. Oui, X en fonction de T, ça on a déjà fait. Donc au niveau des énergies, donc la période des courbes EC et EPE, la comparer à T0. Donc si je regarde avec le réticule, je peux avoir, alors là je peux en avoir plusieurs, par exemple si je me place ici pour l'énergie cinétique, une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes. Donc je peux trouver. Et on ferait pareil avec l'énergie potentielle, une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes. Et on pourrait avoir T0. Alors il se trouve que on va trouver, comme pour le pendule simple, la moitié de la période d'oscillation. Donc voilà les courbes qu'on vient d'obtenir. Et on obtient 0,45 secondes. Donc c'est à peu près T sur 2, puisqu'on avait trouvé pour T0, 0,89 secondes. Donc c'est la moitié de la période d'oscillation. Ensuite, la question évidemment, que peut-on dire de l'énergie potentielle? Pourquoi on peut dire qu'elle est transférée sous forme d'énergie cinétique? J'ai déjà répondu à la question. Et comment évolue l'énergie mécanique? De la même manière, elle reste constante. Donc la conclusion de tout ça, c'est la même que pour le pendule simple sans frottement avec l'air. Lors d'oscillations libres, alors libre ça veut dire qu'on le laisse osciller tranquillement, on le lâche et puis c'est tout, ensuite il oscille. Si on n'a pas de frottement, donc sur le cas d'un banc à coussin, un banc soufflant, l'énergie mécanique va se conserver et l'énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle, élastique cette fois-ci, et inversement. Donc c'est la même chose. S'il y a des frottements, ça va faire comme pour le pendule simple. L'énergie mécanique va diminuer jusqu'à s'annuler. Les courbes d'énergie cinétique et d'énergie potentielle vont être complémentaires, mais on va finir par perdre toute l'énergie. Et sous quelle forme l'énergie mécanique est perdue? Sous forme d'énergie thermique, donc sous forme de chaleur à cause des frottements. Donc un truc pour finir là-dessus, très important, c'est que l'énergie n'apparaît pas comme par magie ou ne disparaît pas. Elle est là, elle est toujours là et elle ne fait que se convertir d'une forme en une autre. Et la chaleur est une forme d'énergie, donc forme d'énergie thermique. Voilà. Alors, au niveau de la synthèse de tout ça dans le cours, donc c'est dans le grand 3, conservation de l'énergie mécanique lors d'oscillation, donc l'activité qu'on vient de faire ici. Vous avez une petite animation que vous pouvez aller voir par rapport à la conversion énergie cinétique, énergie potentielle. Alors, le bilan, à savoir absolument. Donc déjà, je ne vais pas revenir dessus, les différents types d'énergie à connaître et l'énergie mécanique qui est la somme de tout ça. Et alors, ce qui découle de ce qu'on vient de faire en TP là, c'est que y a deux cas possibles pour l'énergie mécanique. Le cas où on est dans l'absence de frottement. Dans ce cas-là, l'énergie mécanique se conserve. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elle est constante et donc à n'importe quelle instance, sa valeur est la même. Donc, et dans ce cas-là, il y aura conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement. Donc, il n'y a pas de perte. Alors ça, c'est le cas quand le système est soumis uniquement à des forces
conservatives, hein, comme le poids par exemple, ou alors des forces qui ne travaillent pas. Puisque des forces qui ne travaillent pas, leur travail ne dépendra pas du chemin suivi, donc on pourra les considérer comme forces conservatives. Donc ça, c'est le premier cas. Donc dès que vous n'avez pas de frottement, que vous n'avez que des forces conservatives ou des forces qui ne travaillent pas, vous aurez l'énergie mécanique qui se conserve. Le deuxième cas, c'est le cas où il y a des frottements. Donc si vous avez des frottements qui sont des forces non conservative, bah là l'énergie mécanique elle va diminuer. Donc l'énergie mécanique ne va pas se conserver dans ce cas-là. Et les oscillations, si c'est des oscillations, vont être amorties. L'énergie mécanique va diminuer et on va avoir des pertes. On va avoir des pertes par rapport à l'énergie mécanique qui serait constante et ces pertes, elles vont être là. Et ces pertes, elles vont être sous forme de chaleur, donc d'énergie thermique. Et à quoi sont égales ces pertes? Bah, elles sont égales, puisque c'est à cause des forces de frottement, elles sont égales au travail des forces de frottement. Donc ces forces de frottement sont non conservatives, leur travail est résistant et l'énergie qui va être perdue au cours du mouvement, bah, ça va être égal au travail de ces forces de frottement. Donc si vous avez des frottements, l'énergie mécanique ne se conservera pas parce que les forces de frottement sont non conservatives. Et absolument à savoir, c'est comment calculer cette perte énergétique, cette variation d'énergie, bah, en calculant le travail des forces de frottement. Donc ça peut servir pour trouver une valeur de force de frottement, pour trouver une distance. Enfin, ça peut servir dans pas mal de cas où vous avez des frottements. Alors justement, je vous propose 2 exercices en rapport. Je ne suis pas au bon endroit là, évidemment. Voilà. 2 exercices en rapport avec ça. Alors avec soit conservation ou non conservation de l'énergie mécanique. Alors premier exercice au niveau d'un skateur qui part d'un point A avec une vitesse initiale de valeur VA. Et vous voyez hein, le circuit ici. Chose très importante, on néglige tous les frottements au cours du mouvement. Alors, on vous demande, alors je vais lire toutes les questions, ensuite vous mettrez pause, vous essayerez de faire l'exercice tout seul et ensuite vous regarderez la correction. Donc on vous demande d'établir l'expression du travail du poids en fonction de ZA et de ZB, donc les altitudes du point A et du point B. Donc juste, hein, on a ici un axe OZ, je vais pouvoir avoir le ZA ici et le ZB, voilà, ici. Donc le travail du poids en fonction de ZA et de ZB. Ensuite, d'exprimer la variation d'énergie potentielle entre les points A et B, donc delta EP sur AB. Ensuite, de comparer ces 2 expressions. Donc là, on est tout en littéral, évidemment. Hein. De dire si l'énergie mécanique se conservera au cours du mouvement, évidemment de justifier. Et ensuite, de comparer sans calcul. Alors, on ne vous demande pas de trouver les valeurs. On vous demande de comparer les deux. Donc, les valeurs des vitesses au point C et au point D. Au point, dis n'importe quoi, au point D et au point B. Donc, quel est le point où il y aura la vitesse la plus importante? Voilà, donc là, mettez pause, essayez tout seul, et ensuite, vous venez regarder la correction pour voir si ça vous a, si vous avez réussi ou non. Alors, on y va. Donc, première chose, on vous demande d'établir l'expression du travail du poids du skateur entre les points A et B. Alors, vous savez que le travail du poids, par définition sur un déplacement, il y a 2 possibilités pour le calculer. Soit le produit scalaire, P scalaire AB, soit l'expression qui fait intervenir la variation d'altitude. Or là, on a ZA et ZB. Donc, tant qu'à faire, on va utiliser cette expression-là. Cette expression-là, c'est M fois G fois l'altitude du point de départ, donc ici c'est A, parce que c'est sur le déplacement AB, moins l'altitude du point d'arrivée, donc ZB. Donc travail du poids, MG, ZA, moins ZB. Ensuite, exprimer la variation de... Donc ça c'était la question 1A. Je vous montrerai comme d'habitude dans la correction mieux écrite. Ensuite, pour la question B, on vous demande d'exprimer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre les points A et B. Donc ça s'écrit delta pour variation sur AB de énergie potentielle de pesanteur. Par définition, une variation, c'est la grandeur à la fin moins la grandeur au début. Donc ici, ce sera l'énergie potentielle au point B moins l'énergie potentielle au point A.
et on remplace par l'expression. Alors, on sait que l'énergie potentielle, c'est mgz. Donc ici, ce sera mgz du point B moins mgz du point A. Et alors, qu'est-ce qu'on voit évidemment? On peut mettre en facteur m fois g, et ce sera facteur de zb moins za. Voilà. Donc, on vous demande de comparer ces deux expressions. On voit bien que le travail du poids sur AB est égal, alors pas à la variation d'énergie potentielle sur AB, mais à moins la variation d'énergie potentielle. Puisque vous voyez que là, on a ZB moins ZA, et là, on a ZA moins ZB. Donc, ça veut dire que le travail sur AB du poids, ce sera égal à moins la variation d'énergie potentielle sur AB. Alors, on l'a vu en cours aussi, hein. On a ça. On peut vous redemander de le redémontrer. D'accord? On continue. Alors, je vais effacer tout ça. Ensuite, l'énergie mécanique se conserve-t-elle au cours du mouvement? Alors, l'énergie mécanique se conservera à condition qu'il n'y ait pas de frottement et qu'il n'y ait que des forces conservatives ou qui ne travaillent pas. Ici, on néglige les frottements. Déjà, c'est un bon point pour dire qu'elle se conserve. Ensuite, on va quand même regarder les forces. Il y a quoi comme force qui s'applique? On a le poids, P, d'accord? Et on a quand même une autre force. On a la force de réaction du support, donc de la piste. Alors, comment elle est, cette force? C'est la réaction du support. Elle va être perpendiculaire au support. Donc, par exemple, ici, alors ça va être pas très beau, mais on a ici la réaction du support, qui est toujours perpendiculaire. Donc, ici, par exemple, elle sera comme ça, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une force qui est perpendiculaire au déplacement. Donc, si par exemple je me déplace sur cette distance-là, la réaction du support, elle est perpendiculaire et elle le sera toujours perpendiculaire au déplacement. Donc, du coup, elle ne travaillera pas. Donc, la réaction du support ne travaillera pas. Donc, son travail ne dépendra pas du chemin suivi. Donc, force conservative, en tout cas, ça ne va pas intervenir. Donc, on n'a que le poids qui va travailler et le poids est une force conservative. On le sait. Donc, l'énergie mécanique se conservera. D'accord? Il n'y a pas de frottement et on n'a que le poids qui est conservatif, donc qui va travailler. Donc, du coup, ça se conserve. Alors, on vous demande de comparer sans calcul les valeurs des vitesses du skater au point D et au point B. Donc déjà, on vient de dire que l'énergie mécanique, donc toujours tenir compte des questions précédentes, que l'énergie mécanique se conserve. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique au point D va être égale à l'énergie mécanique au point B. Alors, au niveau des altitudes, on a ZB qui est ici et on a, donc désolé encore pour le dessin, voilà, c'est très approximatif, ZD qui sera ici. Donc, l'énergie mécanique au point D égale l'énergie mécanique au point B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie mécanique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Je vais écrire EP pour aller plus vite, hein. Donc, EC au point D plus EP au point D égale EC au point B plus EP au point B. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors je vais mettre toutes les énergies cinétiques du même côté et toutes les énergies potentielles du même côté. Ça fait EC au point D moins, donc je fais passer énergie cinétique de l'autre côté, moins EC au point B égale EP au point B moins, je fais passer EP au point D de l'autre côté, EP au point D. Ok? Alors maintenant, si je remplace EC au point D, donc c'est 1/2 de M fois la vitesse au point D au carré, moins EC au point B, c'est 1/2 de M fois VB au carré. D'accord? Et c'est égal à EP au point B, donc MGZB, moins EP au point D, MGZD. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le M, on l'a partout. D'accord? Donc, on va pouvoir simplifier par M partout ici. D'accord?
Et ensuite, bah, on voit qu'on a 1 demi de VD carré moins 1 demi de VB carré égale à GZB moins ZD. Donc, on n'a pas besoin tellement d'aller plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, si G, alors là, on peut quand même mettre G en facteur, hein, ça fait ZB moins ZD. Voilà. Donc, si ZB moins ZD est positif, bah, tout ça, ce sera positif. Donc, ça voudra dire que VD carré, donc là, on peut mettre en facteur le 1 demi si vous voulez, ça fait VD carré moins VB carré. Donc, si ZB moins ZD est positif, voilà, et bien ça, ce sera positif. VD carré moins VB carré. Et ça voudra dire que VD est supérieur à VB. Si maintenant, bah, c'est le contraire, c'est négatif, tac, donc si ZB moins ZD est négatif, alors VD carré moins VB carré sera négatif. Et donc du coup, VD sera inférieur à VB. Alors on regarde. ZB, bah, c'est en dessous. Le B, il est en dessous du D. Donc ZB est inférieur à ZD. Donc on est dans ce cas-là. Donc ça veut dire que VD carré est inférieur à VB carré. Et donc ça, bah, si les carrés se comparent comme ça veut dire que VD est inférieur à VB. Donc sans faire de calcul, juste avec la conservation d'énergie mécanique, on arrive à trouver que VD est inférieur à VB. Donc au point D, on aura une vitesse moins grande qu'au point B. Ce qui est assez logique d'ailleurs, hein, parce que là, il y a une pente plus grande. Bon, c'est assez logique de penser ça. Alors je vous mets la correction en plus jolie. Vous pourrez mettre pause. Et évidemment, bah, regardez bien la correction. Tac. Et voilà, avec la rédaction, tout ce qu'il faut. Ok. Alors là, dans la correction, hein, y a un peu moins de détails que ce que j'ai fait moi. Hein, mais voilà. Alors, deuxième exercice. Donc là, c'est un jongleur cette fois-ci. Alors là aussi, hein, vous mettrez pause pour essayer de le faire tout seul. Sinon, bon, bah, ça ne sert à rien. Donc, un jongleur lance verticalement une balle vers le haut de masse 480 grammes. On ne sait pas si ça va servir. La balle quitte sa main située en un point A d'altitude ZA égale 1,50 m. Et ça va s'élever jusqu'à un point B d'altitude ZB égale 5 mètres. On néglige les frottements de l'air et on assimile la balle à un point matériel. Alors, avant de lire les questions, déjà, bah, on peut se dire que, oh là là, c'est de pire en pire. Donc, on peut se dire qu'il y a évidemment un axe OZ qui va intervenir. Hop, voilà. Au niveau du sol, là, on aurait le point O. Et on va dire que on part d'un point A d'altitude ZA pour arriver au maximum. Alors tiens, je vais prendre la boule jaune à une altitude ZB qui vaut 5 mètres. D'accord ? Donc, on peut y aller pour les questions. Alors, on nous demande, donner l'expression de l'énergie mécanique au moment où la balle quitte la main. Donc, c'est au point A, évidemment. Donc, l'énergie mécanique au point A. Donc, ici, par définition, évidemment, ce serait l'énergie cinétique au point A, plus l'énergie potentielle de pesanteur, que je vais écrire plus vite, EP, EPA. Donc ici, ça serait quoi? Bah, ECA, c'est 1 demi de la masse du système, donc ici 480, là, fois la vitesse au point A au carré. Cette vitesse au point A, attention, elle s'appelle V0. Là, on ne l'a pas lu en entier, hein, mais c'est la valeur V0, la vitesse initiale. Hein. Donc c'est V0 au carré. Plus l'énergie potentielle au point A, bah, par définition, c'est mg fois l'altitude du point A sur un axe Z, hein, comme celui que j'ai dessiné, donc mg ZA. Donc donner l'expression, c'est uniquement ça, c'est un calcul littéral, d'accord? Donc on a l'expression de l'énergie mécanique au point A. Ensuite, donner l'expression de l'énergie mécanique lorsque la balle atteint le point le plus haut. Le point le plus haut, c'est le point B. Le point A, le point de départ, le point B, le point le plus haut. Donc cette fois-ci, on veut EM au point B. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le point B? Ben, on sait que la balle, elle va aller jusqu'au point B et redescendre. Donc ça veut dire qu'au point B, la vitesse est nulle. Donc l'énergie mécanique, c'est toujours énergie cinétique plus énergie potentielle. Alors au point B, d'accord? Tac. Et là, ça sera quoi? Bah, 1 demi de M VB
carré plus mg fois l'altitude au point B. Donc mg ZB. Sauf que VB, ça vaut 0 mètres par seconde. Donc du coup, l'énergie mécanique au point B se résume à mg ZB. D'accord? Alors, pour finir, on vous demande de montrer que la vitesse de la balle lorsqu'elle quitte la main du jongleur, donc ça veut dire que là, ce qu'on cherche, c'est V0. Voilà ce qu'on cherche. On cherche V0 égale à racine de 2GH. Et on vous demande d'identifier le H. Donc nous, on n'a pas de H. Donc on va trouver quelque chose. Et du coup, si on trouve racine de 2G fois quelque chose, ce quelque chose, ce sera évidemment H. Alors, comment on va faire? On nous a demandé 2 énergies mécaniques en 2 points. Donc, on va s'en servir évidemment des questions. Donc là, on va se servir des questions en se demandant est-ce qu'il y a un lien entre les 2 énergies mécaniques? Alors, on nous dit on néglige les frottements. Ici, c'est quoi les forces qui s'appliquent? Il n'y en a qu'une, hein, c'est le poids. D'accord? C'est une force conservative. Il n'y a pas de frottement et on n'a que le poids. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur l'énergie? On va pouvoir dire que cette énergie mécanique se conserve. Donc, on va avoir que EM au point A égale EM au point B. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Et on va du coup égaliser les énergies qu'on a trouvées, à savoir pour le point A, ça, qui va être égal à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Là, je vous montrerai la correction bien. Je peux pas trop écrire parce que c'est trop mal écrit avec la souris. On voit qu'on a M, M, M. Donc déjà, le M, il va s'en aller. D'accord? Ensuite, il faut isoler le V0. Alors, je vais le faire. Donc, on a 1 demi de V0 carré. Voilà. Plus GZA égale GZB. J'ai simplifié par le M. Du coup, si je fais passer GZA de l'autre côté, on arrive à 1 demi de V0 carré égale G, je vais mettre tout de suite en facteur, hein, ZB moins ZA. Donc j'ai fait GZB moins GZA et je mets G en facteur, ça fait ZB moins ZA. Donc du coup, V0 carré égale le 1 demi, je le passe de l'autre côté. Alors ça veut dire quoi? Vous divisez par 1 demi, ça veut dire vous multipliez en fait par 2. Donc ça nous fait 2G ZB moins ZA. Et donc au final, V0, pour passer de V0 carré à V0, je prends la racine carrée et j'arrive à 2G facteur de ZB moins ZA. Donc du coup, c'est quoi le H? Est-ce qu'on a bien ce qu'on voulait? Alors on nous demandait de montrer que c'était racine de 2GH. Donc on a bien racine de 2G fois un truc. Et bien ce truc, du coup, c'est H. Bon, alors c'est assez logique quand même. Parce que H, du coup, ce serait quoi? Ce serait la hauteur ici, entre A et B. Donc c'est bien ZB moins ZA. C'est positif, il n'y a pas de problème. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait. Alors ensuite, pour calculer la valeur de V0, il suffit de remplacer G par 9,81, H par ZB moins ZA, c'est-à-dire 5 moins 1,50 m, et on trouve ce qu'il faut. Donc je vous montre la correction. Voilà, en un peu mieux. Vous pouvez mettre pause pour vérifier. Là, vous avez toutes les étapes. Et on trouvera une valeur de 8,3 mètres par seconde. Alors à partir de là, j'espère que ça va. J'espère que l'ETP plus les 2 exercices-là, c'est assez clair. Alors il faut s'entraîner pour ce chapitre-là, il n'y a pas photo. Donc je vous donne des exercices à faire de votre livre et on verra les corrections mercredi. Et vous en aurez un à me faire, à me rendre, parce qu'il faut absolument que vous entraîniez tout seul, que vous essayiez de voir si vous avez, si vous maîtrisez tout. Mais alors pour ça, il faut évidemment revoir les vidéos, revoir le cours et faire l'exercice qui vous sont demandés. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bon courage à tous.